Paris, 15 juin 2025, 14h30. Au Grand Palais, dans une ambiance ouatée où l'on chuchote plus qu'on ne parle, la haute société de la mode fixe le podium comme on regarderait un accident, attiré mais écœuré. Sous les projecteurs, des silhouettes glissent, grimées en détenues tout droit sorties des méga carcérales salvadoriennes. Crâne ras, bandes bleues et blancs, entraves aux chevilles, la panoplie complète servie comme un concept. Personne, pourtant, ne devine encore que cette provocation de couture va dépasser le simple scandale parisien pour allumer une mèche autrement plus explosive. La pire tempête diplomatique entre Paris et l'Amérique latine depuis des décennies. Et dans l'œil du cyclone, deux noms prêts à s'entrechoquer. Sébastien Lecornu, fraîchement propulsé aux affaires étrangères du nouveau gouvernement. Paris, 15 juin 2025, 14h30. Au Grand Palais, dans une ambiance ouatée où l'on chuchote plus qu'on ne parle, la haute société de la mode fixe le podium comme on regarderait un accident, attiré mais écœuré. Sous les projecteurs, des silhouettes glissent, grimées en détenues tout droit sorties des méga carcérales salvadoriennes. Crâne ras, bandes bleues et blancs, entraves aux chevilles, la panoplie complète servie comme un concept. Personne, pourtant, ne devine encore que cette provocation de couture va dépasser le simple scandale parisien pour allumer une mèche autrement plus explosive. La pire tempête diplomatique entre Paris et l'Amérique latine depuis des décennies. Et dans l'œil du cyclone, deux noms prêts à s'entrechoquer. Sébastien Lecornu, fraîchement propulsé aux affaires étrangères du nouveau gouvernement français, et Nayib Bukele, président millénial du Salvador, réputé n'avoir peur de rien, surtout pas des leçons venues d'Europe. Installé en zone VIP, Lecornu ne quitte pas la scène des yeux, partagé entre indignation froide et dégoût assumé. À sa droite, l'ambassadeur salvadorien à Paris, Carlos Mendoza, a le malaise collé au visage. Voir la douleur de son pays transformée en divertissement chic, ça ne passe pas. Lecornu se penche, voix basse. « Monsieur l'ambassadeur, j'espère que votre gouvernement saisira que la France ne peut pas avaliser ce théâtre de la répression. » Mendoza hoche la tête, raide, presque en excuse. « Monsieur le ministre, je transmets immédiatement vos inquiétudes à San Salvador. » Sauf que, visiblement, Lecornu n'avait aucune intention d'en rester là. À peine avait-il quitté les salons du défilé qu'il transforma le trottoir en tribune. Micro tendu, caméra braquée, il improvise une prise de parole qui, très vite, sent la poudre. Face aux objectifs de BFM TV et de France 24, le ton est tranchant. Ce que nous avons observé dépasse la simple provocation artistique. C'est une offense directe aux principes fondamentaux des droits humains. Détourner l'image de détenus salvadoriens pour en faire un accessoire de mode parisien revient à banaliser la souffrance et à l'emballer comme un produit de luxe. Les stylos grattent à toute vitesse. Lui durcit encore la voix. La France, qui se veut patrie des libertés, ne peut détourner le regard lorsque des atteintes répétées à la dignité humaine sont érigées en système. Certains se laissent séduire par la fermeté musclée de M. Bukele. Pour notre part, nous restons attachés au respect de la personne. Une journaliste de France Inter l'interrompt. « Envisagez-vous des actions diplomatiques concrètes? » Réponse sans détour. Nous réévaluerons nos liens avec le Salvador tant que les engagements internationaux en matière de droits humains seront ignorés. Il est hors de question de faire semblant de ne rien voir. En quelques minutes, les chaînes d'infos en continu reprennent l'extrait en boucle. Sur les plateformes numériques, les séquences s'enchaînent, propulsées par les mots-clés #Lecornu versus Bukele et #Paris humain. À des milliers de kilomètres de là, au palais présidentiel de San Salvador, il est 8h30 lorsque Nayib Bukele découvre que Paris vient de lui déclarer une guerre médiatique. Fait inhabituel, pas de tweet cinglant, pas de message immédiat. Pendant plusieurs heures, Bukele choisit le silence. Un silence assez long pour semer l'inquiétude dans son équipe. Dans son bureau, l'atmosphère se tend. Son conseiller en communication, Ernesto Sanabria, finit par rompre l'attente. « Monsieur le Président, les chaînes du monde entier diffusent en boucle les propos du ministre français. Quelle ligne adoptons-nous? » Bukele relève lentement les yeux de son écran. Un rictus amusé se dessine sur son visage. « Ernesto, convoquez la presse à 16h. Je veux toutes les rédactions internationales présentes dans le pays. » Sanabria hésite. «
Le thème, Monsieur le Président? Réponse sèche et presque ludique. Il est temps d'offrir au ministre français un petit cours de réalité. À 16h tapante, heure locale, il entre dans la salle de presse du palais présidentiel sous une nuée de caméras. Casquette vissée sur la tête, jean assumé, tenue soigneusement choisie pour trancher avec la rigidité protocolaire des chancelleries européennes. Il prend la parole en espagnol, tandis que la traduction simultanée file dans les oreillettes. Mesdames et messieurs, j'ai cru comprendre que M. Lecornu, chef de la diplomatie française, s'inquiétait beaucoup de nos établissements pénitentiaires et de ceux qui y séjournent. Il s'interrompt. Silence calculé. Regard planté droit dans l'objectif. À en croire le ministre français, enfermer les criminels les plus redoutés d'Amérique centrale dans des établissements ultra sécurisés relèverait d'une atteinte aux droits humains. Bukele quitte alors son immobilité calculée. Il se lève, contourne lentement le pupitre, adoptant ce pas maîtrisé qu'il réserve à ses sorties les plus théâtrales. Puis il lance presque avec désinvolture. « Très bien. Puisque Paris s'estime que notre manière de traiter les membres du MS-13, du Barrio 18 et consorts manque d'humanité, permettez-moi de formuler une offre d'une simplicité absolue. » Dans la salle, plus un bruit. Même les stylos semblent suspendus. Si vous jugez que nous malmenons leurs droits, si vous considérez que ces individus méritent un encadrement plus clément, nous pouvons vous les confier. Les journalistes se redressent brusquement. Les objectifs se resserrent sur son visage, désormais impassible. « Vous avez parfaitement compris, » poursuit-il. « Nous pouvons affréter un appareil spécial, aller simple. Destination, Paris. Et déposer nos 75 000 détenus directement sur le tarmac de Charles de Gaulle. » Il laisse la phrase flotter, comme une grenade dégoupillée. Ainsi, la France pourra leur offrir l'humanité qu'elle estime supérieure à la nôtre. À peine la phrase lancée, la salle se transforme en ruche en ébullition. Questions hurlées, objectifs qui tremblent, sonneries frénétiques, le chaos médiatique à l'état pur. Bukele lève calmement la paume, impose le silence d'un simple geste. « Monsieur Lecornu, depuis vos salons élégants de Paris, vous distribuez des certificats de vertu. Très bien. Mais êtes-vous disposé à installer ces hommes dans vos quartiers sensibles? À regarder les familles françaises dans les yeux et leur dire que les droits des tueurs passent avant ceux des victimes? » Il marque une pause, puis frappe plus fort. « Nous avons déjà essayé votre approche. Nous respections scrupuleusement les principes que vous invoquez aujourd'hui. Résultat, 105 morts par jour. Oui, 105 vies fauchées quotidiennement au Salvador. » Il retourne derrière le pupitre, les mains fermement ancrées sur le bois, regard durci. « Voici donc mon offre officielle. Si Paris souhaite prendre en charge ses détenus, qu'elle le dise clairement. Demain à l'aube, ils peuvent embarquer. Mais de grâce, épargnez-nous les sermons lorsque vous n'avez jamais traversé ce que notre peuple a enduré. » Un journaliste de CNN lance. « Monsieur le Président, est-ce une annonce sérieuse? Comptez-vous réellement procéder à ce transfert? » Bukele esquisse un sourire ambigu, à mi-chemin entre défi et ironie. « Mettez-moi à l'épreuve. Donnez-moi simplement le feu vert de Monsieur Lecornu et les préparatifs commencent dès aujourd'hui. » En l'espace de quelques minutes, la séquence envahit les écrans de la planète. Les extraits circulent à une vitesse folle. Et sur Twitter, le mot-clé #BukeleChallenge s'embrase, propulsé par une avalanche de mèmes et de débats enflammés. À Paris, la nuit est déjà bien installée. Il est 23h lorsque Sébastien Lecornu est tiré de son sommeil par l'appel pressant de son directeur de cabinet. La voix de Pierre Dubois trahit l'attention. « Monsieur le ministre, le président salvadorien vient d'annoncer publiquement qu'il était prêt à expédier 75 000 détenus vers la France. Les réseaux explosent. L'Élysée exige des clarifications immédiates. » Encore en tenue de nuit dans son appartement officiel, Lecornu fixe son téléphone, les images de la conférence défilant en boucle. Il bluffe, ce n'est pas possible. Dubois ne laisse aucune place au doute. « Si, monsieur, les médias d'Amérique latine en font déjà leur gros titre. Et là-bas, il est en train de devenir une figure héroïque. » À cet instant précis, Lecornu saisit l'ampleur de la faute. Ce qu'il croyait être une prise de position morale s'est transformé en piège stratégique.
En cherchant l'affrontement, il a offert à son adversaire la scène parfaite. Et Bouclelé, maître du tempo médiatique, vient de retourner la partie, exposant brutalement les contradictions françaises sous les projecteurs du monde entier. À l'aube suivante, impossible d'échapper au duel Lecornu-Bouquelet. Il s'étalait en une de toute la presse hexagonale. Le Figaro parlait d'un incident diplomatique déclenché par Paris. Le Monde disséquait l'affrontement entre la tradition diplomatique française et le populisme latino-américain version 2.0. Libération, lui, posait la question qui fâche. Au nom des droits humains, qui tient réellement la position la plus solide? Pendant que les éditorialistes débattaient, Bouquelet, parfaitement à l'aise dans l'arène numérique, soufflait sur les braises. « Monsieur Sébastien Lecornu, nous attendons toujours votre feu vert. L'appareil est prêt au décollage. Vos quartiers sont-ils prêts à accueillir nos prétendues victimes? » Puis il enchaînait, mordant. « Voir la France sermonner le Salvador sur les libertés, c'est un peu comme si Pyongyang donnait des cours de démocratie à Berne. » Et encore. Invitation personnelle à Monsieur Lecornu. Venez passer quelques jours dans nos établissements pénitentiaires. Ensuite, nous reparlerons de droits humains. Chaque message se propageait à une vitesse fulgurante, relayé par milliers, déclenchant torrents de commentaires et déferlantes de mèmes. À l'échelle internationale, l'opinion se fracturait nettement. Indignation d'un côté, fascination de l'autre. Au Quai d'Orsay, l'ambiance n'avait rien d'euphorique. Lecornu réunit en urgence son cercle diplomatique. Son directeur de cabinet résuma la situation d'un ton grave. « Monsieur le ministre, il faut reprendre la main. Le mutisme nous fragilise. Que recommande notre représentation à San Salvador? » La réponse de l'ambassadeur était prudente. Calmer le jeu, recentrer la polémique sur le défilé parisien, éviter toute attaque frontale contre la politique salvadorienne. Lecornu rejeta l'option d'un geste de recul. Revenir en arrière maintenant? Ce serait perçu comme un aveu de faiblesse. Il marqua un temps, puis trancha. Nous allons durcir le discours. Rédigez-moi une déclaration sans ambiguïté sur nos principes démocratiques. La confrontation venait d'entrer dans une nouvelle phase. Le jour même, au Quai d'Orsay, Lecornu convoque la presse. Décor solennel, ton grave, posture maîtrisée, il veut reprendre la main. Devant un parterre de journalistes français et étrangers, il affiche une fermeté calculée. La République française ne cédera ni aux intimidations, ni aux mises en scène de chefs d'État aux penchants autoritaires. Lorsqu'un président préfère l'escalade verbale aux réponses sur les droits fondamentaux, il révèle beaucoup sur sa manière de gouverner. M. Bouquelet peut multiplier les messages en ligne ou orchestrer toutes les provocations qu'il souhaite. Cela ne détournera pas la France de sa mission. Défendre partout les principes démocratiques et la dignité humaine. Mais loin d'apaiser les tensions, cette déclaration agit comme un accélérateur. À San Salvador, Bukele y voit une attaque supplémentaire et décide de changer d'échelle. Le soir même, depuis son bureau présidentiel, il lance un direct Instagram suivi par plus de 2 millions d'internautes. « Mes amis », commence-t-il face caméra, « Monsieur Lecornu vient de me qualifier d'autoritaire. Vous savez ce qui est réellement autoritaire? Laisser les gangs terroriser une nation pendant des décennies. » Il se lève, se dirige vers une carte du Salvador accrochée derrière lui. Regardez ces données. Avant notre arrivée, 105 homicides par jour. 105. Nos mères vivaient enfermées. Nos enfants avaient peur d'aller à l'école. Il revient au centre du cadre, fixe l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes devenus le pays le plus sûr de la région. Comment? En assumant nos choix. Oui, je suis inflexible avec les criminels et je ne m'en excuse pas. Les citoyens honnêtes méritent la tranquillité. Puis, sourire en coin, et je le répète, l'offre tient toujours. Si la France souhaite accueillir nos détenus, qu'elle se serve. Ce sera peut-être une expérience intéressante pour tester ses théories sur les droits humains, grandeur nature. La vidéo est vue et partagée à une échelle mondiale. Bukele vient de transformer un différend diplomatique en show planétaire. Et, à en juger par les réactions, il domine le terrain médiatique. Aux États-Unis, plusieurs figures conservatrices prennent sa défense. Donald Trump Jr. publie « Bukele a raison. Les élites européennes donnent des leçons depuis leur tour d'ivoire sans jamais affronter la vraie vie. »
En Amérique latine, le soutien est encore plus massif. Des chefs d'État affichent leur solidarité avec San Salvador. Le président colombien déclare « Bukele a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent à propos de l'hypocrisie européenne ». Sous la pression d'un soutien international grandissant en faveur de Bukele, le Cornu commence à sentir le sol se dérober. La partie diplomatique lui échappe. Et le plus inquiétant n'est pas à l'étranger, mais à Paris. Les premières critiques surgissent dans son propre camp. Le premier ministre le convainc en urgence. Le ton est direct. Sébastien, cette séquence prend une ampleur préoccupante. Les derniers sondages indiquent que 60% des Français comprennent la position du président salvadorien. Le Cornu encaisse mal. 60%? Comment expliquer un tel basculement? Réponse froide. Parce que la sécurité est une inquiétude partagée ici aussi. Quand les Français entendent qu'un pays est passé de 105 homicides quotidiens à un chiffre bien plus bas, ils se disent que les méthodes, même controversées, produisent des résultats. Nous ne pouvons tout de même pas fermer les yeux sur d'éventuelles atteintes aux libertés fondamentales, réplique le Cornu. Peut-être. Mais les chiffres parlent. Le Salvador est désormais présenté comme le pays le plus sûr de la région. Il quitte la Réunion vidée. Ce qui devait être une posture morale s'est transformé en piège stratégique. Il a cru affronter un dirigeant classique. Il a rencontré un expert de la scène médiatique. Et Bukele n'en a pas fini. Le soir même, un nouveau message tombe. Mise à jour pour Monsieur le Cornu. Après vérification auprès de nos transporteurs, 150 vols suffiraient pour acheminer 75 000 détenus vers Paris. Budget estimé, 50 millions de dollars. La France prendra en charge le voyage de ses futurs invités. En 24 heures, plus d'1,5 million de partages. L'un des messages politiques les plus viraux de l'année. Une semaine après le déclenchement de la crise, le Cornu finit par plier. Communiqué sobre du Quai d'Orsay. Respect de la souveraineté salvadorienne et maintien de relations diplomatiques cordiales. Bukele, faussement gracieux, conclut d'un trait d'humour. « Merci, monsieur le Cornu. L'invitation pour visiter nos prisons tient toujours, mais cette fois le billet est à vos frais. » Pour le Cornu, l'épisode marque une rupture. Pour la première fois de sa trajectoire ascendante, il subit une humiliation publique face à un adversaire qu'il avait sous-estimé. Pour Bukele, au contraire, c'est une consécration. Il n'a pas seulement neutralisé les critiques venues de Paris, il s'impose désormais comme une figure mondiale, saluée par ceux qui admirent les dirigeants capables de défier l'ordre établi européen. Mais cette confrontation n'était qu'un prélude. Derrière les tweets et les caméras, la querelle verbale allait bientôt produire des effets bien plus concrets que personne n'avait anticipé. 3 jours à peine après le revers diplomatique essuyé par le Cornu, un rebondissement imprévu vient raviver les braises. À Roissy-Charles de Gaulle, un appareil en provenance de San Salvador se pose avec 47 citoyens salvadoriens reconduits hors du territoire français pour diverses infractions. Jusqu'ici, rien d'inhabituel, une formalité administrative parmi d'autres. Mais la routine bascule lorsque l'un des passagers expulsés, Carlos El Flaco Ramirez, présenté comme proche du MS-13, lance aux caméras salvadoriennes venues couvrir l'atterrissage « Merci à Monsieur Le Cornu de nous avoir renvoyés à la maison. Au moins maintenant, on sait ce que la France pense des Salvadoriens. » La phrase fait l'effet d'une étincelle. À San Salvador, Bukele ne laisse pas passer l'occasion. Fidèle à son instinct médiatique, il transforme l'arrivée en événement politique. Conférence improvisée directement sur le tarmac de l'aéroport. Et cette fois, c'est lui qui accueille personnellement les expulsés, sous l'œil des caméras, comme s'il reprenait symboliquement la main sur un épisode que Paris croyait purement administratif. Face aux caméras alignées sur le tarmac, Bukele esquisse un sourire presque théâtral. « Quelle scène fascinante, n'est-ce pas ?» lance-t-il. Le ministre français dénonce nos établissements pénitentiaires, mais dans le même temps, il nous renvoie ses propres délinquants. Paris expulse, et ce seraient nous les ennemis des droits humains? Il pivote vers Carlos Ramirez, encadré par 2 agents, menottes aux poignets. Carlos, raconte-nous. Comment vivais-tu derrière les barreaux en France? Ramirez, sourire en coin, répond sans hésiter. Monsieur le Président, j'avais une cellule individuelle, la télévision, 3 repas quotidiens, et je pouvais appeler ma famille tous les jours. Bukele lève les sourcils, feignant la surprise. Vraiment? Et maintenant que tu es de retour ici?
Maintenant, j'avais découvrir ces grandes prisons que M. Lecornu décrit comme inhumaines. Le président se tourne vers l'objectif, Le regard fixé comme pour s'adresser directement à Paris. Formidable. Carlos pourra comparer lui-même les deux modèles. Je suggère à M. Lecornu de revenir dans 6 mois et de lui demander lequel des systèmes l'a le mieux réinséré. La séquence, diffusée en direct sur les chaînes nationales, provoque un choc immédiat. Encore une fois, Bukele renverse le récit. Une simple expulsion administrative devient une arme politique. À des milliers de kilomètres, Dans son bureau du Quai d'Orsay, Lecornu observe la scène sur écran et puissant. Comment réussit-il à retourner chaque épisode à son avantage, soufflait-il. Son directeur de la communication répond, lucide. Monsieur le ministre, Bukele connaît parfaitement les règles du jeu médiatique moderne. Il transforme la politique en spectacle continu. Et notre marge de manœuvre? Chaque riposte nous entraîne sur son terrain. Il impose le cadre. Lecornu se tait. Puis, fidèle à son tempérament, refuse de capituler. S'il ne peut gagner sur le terrain numérique, il déplacera la bataille vers un espace où il se sent plus solide, les instances internationales. Le lendemain, à Genève, dans l'enceinte feutrée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Lecornu tente de déplacer le combat sur un terrain institutionnel. Depuis la tribune, il adopte le ton des grandes mises en garde. Mesdames et messieurs, nous voyons émerger une tendance préoccupante. Certains dirigeants s'appuient sur la puissance des réseaux numériques pour habiller d'un vernis populaire des pratiques contraires aux principes universels. Aucun nom n'est prononcé, mais la cible est transparente. La lutte contre la criminalité ne saurait devenir un alibi pour éroder les libertés fondamentales. Et la viralité en ligne ne remplacera jamais le respect des normes internationales. Les délégations européennes applaudissent, plusieurs pays occidentaux acquiescent. Lecornu a le sentiment d'avoir regagné l'initiative. Il pense avoir replacé le débat au niveau du droit. Erreur d'appréciation. Quelques heures plus tard, à San Salvador, Bukele convoque une session extraordinaire du Parlement. Caméras allumées, députés réunis, mise en scène millimétrée. Monsieur Lecornu vient de m'accuser à l'ONU de piétiner les droits humains, commence-t-il. Très bien. Je vais répondre avec des données officielles. Il se dirige vers un écran géant. Graphiques, courbes, chiffres. Avant nos réformes de sécurité, 105 homicides par jour. Après, 5. Extorsion en baisse, enlèvement en chute libre, violence sexuelle en recul, cambriolage en diminution. Il se tourne vers la caméra. Alors, dites-moi, monsieur Lecornu, qu'est-ce qui porte le plus atteinte aux droits humains? Laisser 105 personnes mourir chaque jour ou enfermer ceux qui les tuaient? À l'époque, c'était comme si un avion de ligne s'écrasait quotidiennement sur notre territoire. Nous avons stoppé cette hécatombe. Silence dramatique. Et maintenant, vous m'expliquez que sauver des vies serait inacceptable parce que nos prisons ne correspondent pas aux standards européens? La salle explose en applaudissements. Bukele lève la main, reprend la parole. Mais j'ai une proposition. Si M. Lecornu estime que nos méthodes sont inadéquates, je l'invite officiellement à venir passer 1 mois au Salvador. 2 semaines dans un quartier tel qu'il était avant notre arrivée au pouvoir, sous contrôle des gangs, puis 2 semaines dans le même quartier aujourd'hui. Ensuite, il pourra décider lui-même quelle version respecte le mieux les droits humains. Le défi est lancé, en direct. L'allocution de Bukele devant le Parlement n'est pas restée confinée au mur de l'hémicycle. Elle a été diffusée en direct sur l'ensemble des chaînes nationales et reprise à travers toute l'Amérique latine. En ligne, l'invitation lancée au ministre français s'est transformée en phénomène viral. Le mot dièse #LeCornuChallenge Salvador a dépassé le 1 million de mentions en quelques heures et des milliers d'internautes des 2 côtés de l'Atlantique pressaient Lecornu d'accepter le défi. Plus embarrassant encore pour Paris, certaines figures politiques européennes ont commencé à s'en mêler publiquement. Matteo Salvini a salué la fermeté salvadorienne, affirmant que l'Europe aime distribuer des leçons sans régler ses propres problèmes de sécurité. Marine Le Pen, de son côté, a reconnu que les méthodes de Bukele produisaient des résultats concrets, suggérant même que certaines banlieues françaises gagneraient à s'inspirer d'une telle rigueur. Et la pression ne venait pas seulement de l'opposition. Dans les rangs de la majorité, des murmures devenaient audibles.
Des députés s'interrogeaient en privé sur la pertinence d'avoir ouvert ce front. Sébastien s'est mis dans une situation impossible, glissait un ministre à un journaliste sous couvert d'anonymat. Bukele le tourne en dérision à l'échelle mondiale. Acculé, Lecornu tente un dernier coup. Il accepte un débat international diffusé par CNN en anglais avec Bukele en duplex depuis San Salvador. L'émission, programmée en prime time aux États-Unis et en Europe, doit lui offrir une tribune équilibrée pour exposer, posément, sa défense. Une ultime tentative pour reprendre le contrôle du récit. Dès l'ouverture du débat, l'équilibre penche clairement d'un côté. Bukele s'impose d'emblée. Assurance tranquille, énergie maîtrisée, anglais fluide ponctué d'un léger accent qui renforce son charisme. En face, Lecornu paraît crispé, presque figé, comme acculé dans ses propres arguments. Sans détour, Bukele attaque. « Monsieur Lecornu, vous me reprochez des atteintes aux droits humains. Très bien. Mais combien de Français ont perdu la vie dans vos quartiers sensibles l'an dernier à cause de la criminalité? Vous ne partagez pas notre réalité, et pourtant vous jugez nos décisions. Voilà ce que j'appelle la condescendance européenne. » Le présentateur de CNN tente d'équilibrer l'échange. « Monsieur le Président, certaines organisations s'inquiètent des conditions dans vos prisons. » Bukele coupe net. « Parlons d'abord des résultats. Monsieur Lecornu, reconnaissez-vous que nous avons réduit drastiquement la violence? Oui ou non? » Lecornu se retrouve piégé. Valider les chiffres reviendrait à cautionner la méthode. Les contester l'exposerait au reproche d'ignorer les faits. Il finit par répondre prudemment « Les fins ne justifient pas nécessairement les moyens. » Bukele saisit l'occasion. « Vraiment? Alors allez expliquer cela aux mères salvadoriennes qui dorment enfin sans craindre les coups de feu. Dites-le aux enfants qui peuvent marcher jusqu'à l'école sans escorte. Monsieur Lecornu, vous êtes né dans un pays stable. Moi, j'ai dû bâtir cette stabilité. Voilà notre différence. » La conclusion visuelle est éloquente. Bukele, détendu, sourire maîtrisé, salue avec courtoisie. Lecornu, lui, semble vidé, dépensé par le rythme de l'échange. Les réactions tombent immédiatement. Les analystes parlent d'une domination claire du président salvadorien. Le New York Times évoque une victoire face à la diplomatie française. El País souligne le choc entre populisme latino-américain et establishment européen. En ligne, la vague est massive. Les séquences du débat cumulent des millions de vues et l'écrasante majorité des commentaires salue la prestation de Bukele. Pour Lecornu, l'épisode ressemble à une chute brutale. Il ne s'agit plus seulement d'un revers diplomatique, c'est une exposition publique, en direct, face à des millions de spectateurs. Au lendemain du débat, la presse française parle d'une seule voix. L'erreur stratégique est pointée du doigt. Le Figaro évoque un faux pas majeur. Le Monde analyse un affrontement perdu face au populisme numérique. Dans son bureau du Quai d'Orsay, Lecornu fixe les manchettes avec une lucidité douloureuse. Son téléphone vibre sans répit. Journaliste en quête de réaction, conseiller cherchant une issue honorable, collègue ministre offrant un soutien poli, parfois teinté d'ironie. Peu à peu, il admet l'évidence. Il a sous-estimé son adversaire. Il pensait affronter un dirigeant latino-américain classique, prévisible dans ses méthodes. Il s'est retrouvé face à un stratège de l'ère digitale, parfaitement synchronisé avec les codes des réseaux sociaux. Bukele, lui, a su transformer chaque critique en levier, chaque attaque en tremplin, chaque confrontation en démonstration médiatique. Là où Lecornu voulait donner une leçon de droits humains, Bukele a imposé un récit d'efficacité. Là où Paris dénonçait des pratiques autoritaires, San Salvador mettait en avant des résultats tangibles. Et le plus inquiétant pour Lecornu, l'opinion mondiale semble avoir basculé. Ce qui devait être un procès moral s'est métamorphosé en plaidoyer pour le pragmatisme. Dans cette ère de communication instantanée, le président salvadorien paraît avoir compris avant tout le monde que la perception compte parfois plus que la posture. 3 mois passent, les chiffres officiels tombent, implacables. Le Salvador affiche désormais le taux d'homicide le plus bas d'Amérique latine. Face à ces données, Lecornu ne peut plus se réfugier derrière l'argument moral. Quels que soient les moyens employés, Bukele a produit des résultats que peu de chefs d'État peuvent afficher. Le duel médiatique appartient au passé.
Sur le terrain diplomatique, politique et communicationnel, le président salvadorien a remporté la manche. Plus encore, il a démontré qu'à l'ère des réseaux sociaux, la taille d'un pays ne détermine plus son poids dans le débat mondial. Un dirigeant habile, doté d'un sens aigu de la mise en scène, peut défier les capitales historiques. Avec les bons leviers numériques, David peut encore faire vaciller Goliath. Pour Le Cornu, l'épisode restera une cicatrice durable. Ne jamais mépriser un adversaire qui comprend parfaitement les codes de son temps. 6 mois après l'affrontement initial, une nouvelle ironie vient clore le chapitre. Le 15 décembre 2025, l'Organisation des États américains publie son rapport annuel sur la sécurité régionale. Conclusion officielle, le Salvador devient le pays le plus sûr d'Amérique latine, avec un taux d'homicide inférieur à celui de plusieurs nations européennes, France comprise. Plus délicat encore pour Paris, le document souligne que les politiques controversées mises en œuvre par Bukele ont généré des résultats inédits contre les crimes organisés. L'OEA, dont la France n'est qu'observatrice, apporte ainsi une validation indirecte aux méthodes que Le Cornu dénonçait quelques mois plus tôt. Et Bukele, fidèle à son style, ne manque pas l'occasion. Sur les réseaux, il publie un message devenu viral. Rapport officiel de l'OEA. Le Salvador est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Message personnel à Sébastien Le Cornu. Merci pour la publicité internationale. Merci Le Cornu. En quelques heures, le mot-clé # Merci Le Cornu se propage. Des millions d'utilisateurs l'emploient avec une ironie appuyée, remerciant le ministre français d'avoir, sans le vouloir, amplifié la notoriété du modèle salvadorien. Et comme si le scénario n'était pas encore assez cruel, le coup de grâce survint là où personne ne l'attendait. Janvier 2026. À Marseille, confronté à une flambée de violence dans les quartiers nord, le maire lâche publiquement « Peut-être devrions-nous nous pencher sur ce qui a été fait au Salvador. Les résultats, eux, sont tangibles. » La phrase fait l'effet d'une onde de choc. Qu'un élu français évoque ouvertement le « modèle Bukele » déclenche une tempête politique. Le Cornu est obligé de réagir, mais sa voix manque désormais de portée. La France ne s'inspirera jamais de méthodes autoritaires, déclare-t-il, sans la force d'autrefois. La réplique de Bukele arrive presque aussitôt, fidèle à son style mi-sarcastique, mi-triomphant. Monsieur Le Cornu, l'invitation tient toujours. Si Marseille souhaite envoyer une délégation pour étudier notre approche, nous offrirons même la formation. L'épisode dépasse alors la simple querelle diplomatique. Il devient matière à analyse dans les écoles de relations internationales. À Sciences Po Paris, des étudiants dissèquent la séquence comme un manuel vivant de ce qu'il ne faut pas faire face à un leader maîtrisant parfaitement l'ère numérique. 1 an plus tard, lors d'un remaniement, Le Cornu quitte le gouvernement. Beaucoup y voient l'ombre persistante de cet affrontement. Bukele, lui, ne s'est pas contenté de gagner un débat. Il a contribué à l'affaiblissement politique de son